Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Surfing Bitcoin. Donc, comme vous le savez, on se retrouve tous les dimanches à 10 heures pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Claire Balva. Claire, comment vas-tu? Ça va, merci et toi? Très bien, un peu fatigué, mais ça va. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? De toute façon, on va en parler au fur et à mesure de ce podcast. Donc je suis Claire Balva, je suis la nouvelle directrice générale de l'ADAN, qui est la Fédération professionnelle des entreprises du secteur crypto. Et avant ça, j'ai passé une dizaine d'années dans la crypto, principalement dans le conseil, où j'avais créé ma boîte et je l'avais revendue à KPMG. Puis chez Deblock également pendant presque 2 ans. Ok, donc nous, on se connaît bien parce que tu es évidemment très connu dans l'écosystème. On s'est connus, je sais même plus, à 5 6 ans. Et puis En je suis tout cas, intervenue à Surfing eh ben, Bitcoin aussi, bien tu sûr. as été évidemment une intervenante euh, très talentueuse de Surfing Bitcoin. Donc Merci. merci. Vous pourrez d'ailleurs retrouver, on vous remettra les keynotes et toutes les interventions de Claire d'ailleurs, parce qu'il y en a eu plusieurs. En tout cas, je me rappelle que le public appréciait énormément tes interventions. Et d'ailleurs, peut-être que tu seras présente au prochain Surfing Bitcoin, je l'espère, avec ta nouvelle casquette Avec plaisir. de présidente ou de directrice de l'ADN d'ailleurs, comment est-ce qu'on Directrice dit? générale. Directrice générale. Ok. Donc, commençons par ce sujet-là d'ailleurs, c'est évidemment ta nouvelle prise de poste. Donc, félicitations aussi Merci. pour ce poste. Est-ce que tu peux très rapidement nous dire justement quelles sont, alors très rapidement, hein, mais euh, tes prérogatives, ta feuille de route pour la DAN, en gros, quelle est ta fiche de poste? Voilà, peut-être pour commencer. Donc l'ADAN, je le disais, c'est la Fédération des entreprises du secteur crypto qui s'est créée tout début 2020, au moment où le secteur commençait à être régulé, où les entreprises crypto devaient commencer à aller demander des agréments à l'AMF. Et donc, on commençait à avoir ce besoin tout simplement de lobbying, d'expliquer aux régulateurs, aux politiciens ce qu'est la crypto, le type de lois, de réglementations qui sont bénéfiques ou au contraire qui sont un gros frein pour le secteur. Et donc, je dirais que le cœur de métier de la DAN, c'est effectivement du lobbying sur les activités crypto régulées. Donc, je pense notamment, on va en parler, hein, à MiCA et à tous les sujets d'agrément qu'ont les entreprises auprès de l'AMF, mais aussi en partie auprès de la CPR désormais. Mais il y a plein de sujets finalement qui sont présents à la DAN. Alors, je te donne un exemple, mais le sujet fiscalité, qui est très présent en ce moment, puisque là, on passe toutes nos journées sur le projet de loi de finances, non seulement pour essayer de pousser des choses, pour faire en sorte que la situation s'améliore, mais aussi pour éviter qu'il y ait des choses dramatiques qui soient votées. On a aussi, on va en reparler j'imagine, mais des sujets sur le minage de Bitcoin avec le potentiel rachat d'Exaion par Mara sur lequel on s'est beaucoup mobilisé. On a des sujets comme la DeFi qui tentent parfois le législateur, où ils se disent est-ce qu'il ne faudrait pas réguler la finance décentralisée. Donc il y a énormément de sujets au sein de la DAN sur lesquels on se mobilise. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est à la fois, nous, proactifs pour essayer de pousser des mesures, notamment d'attractivité pour la place française et européenne, mais aussi en défensif, je dirais, pour éviter qu'il y ait des choses dramatiques qui nous tombent dessus. Ok, très clair. Moi, je suis un peu curieux, comme tu sais, Claire. Moi, j'aimerais comprendre en fait pourquoi toi, professionnellement, tu as fait ce choix d'ailleurs. Pourquoi est-ce que tu as voulu prendre la direction générale de la DAN, sachant qu'en plus, j'imagine que c'est un job très dense. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours de ces derniers mois et pourquoi tu as fait ce switch entre deux blocs et la DAN? En fait, moi, ça faisait longtemps que je faisais, je dirais du lobbying ou en tout cas de la mobilisation, dans la crypto parce que je suis arrivée très tôt là-dedans. Tu vois, en 2015-2016, il y avait pas grand monde, il y avait pas beaucoup d'entreprises, hein. C'est pour ça que, tu vois, aujourd'hui, on dit encore écosystème, même si c'est une industrie. C'était vraiment un écosystème à l'époque avec, assez peu de gens et donc moi, j'ai participé à la structuration de cet écosystème. Je faisais partie des cofondateurs de la DAN, tout début 2020 et donc c'est un sujet qui me tient à cœur, sur lequel je me suis toujours mobilisée. Et c'est vrai que je pense que ça m'a manqué aussi en travaillant uniquement, je dirais, dans le privé, dans le sens où voilà, j'ai eu ma boîte, ensuite j'ai bossé pour une autre boîte. C'est très excitant d'avoir une équipe et de se mobiliser pour un projet. Mais c'est vrai que là, le fait de travailler pour le secteur dans son ensemble et pour des causes qui me tiennent à cœur, voilà, ça fait vraiment sens pour moi, tout simplement. Ok. Et puis, je pense que j'avais besoin aussi de retrouver une autonomie, tu vois, dans mon travail. J'ai un profil assez entrepreneurial et donc le fait de pas avoir de patron directement, c'est un truc qui me motive au quotidien. Ok, mais il y a quand même un board Il y a un board, bien sûr, mais c'est pas tout qui à fait te. pareil Ok. d'avoir un board Mhm. que d'avoir un patron au quotidien.
OK. Et du coup, en termes de charge de travail, alors, en fait, Ouais. est-ce que tu peux, alors sans nous dire ton emploi du temps évidemment, mais en quoi consiste ton travail? Quelles sont, les équipes finalement? Parce que j'imagine qu'il y a un staff, que tu n'es pas Tout à fait. toute seule. Quel est le rôle justement du board? Quel est ton rôle, précisément et quel est celui de tes équipes? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, bien sûr, donc effectivement, je suis pas toute seule. Il y a 4 salariés en plus de moi. OK, Donc effectivement, il y a, une juriste, 2 responsables d'affaires publiques puisqu'on fait, OK, on fait des affaires publiques non seulement à Paris, mais aussi à Bruxelles. Donc on a, un OK. chargé d'affaires publiques à Paris et une à Bruxelles. Qui est sur Et place à Bruxelles? oui, OK. tout à fait. Et après on a aussi une personne qui, organise des événements, est chargée des relations avec les membres, et cetera. Donc c'est effectivement une équipe qui aujourd'hui tourne bien. Donc je suis quand même arrivée dans une association, où les choses ont tourné pendant plusieurs mois sans direction générale. Donc effectivement, c'est toujours à périmètre un peu réduit quand Mmh. tu as pas de direction générale, mais ça tourne quand même. Donc je suis loin d'être toute seule et puis on a un board qui représente tout simplement la gouvernance de l'association, avec un bureau, un président, et cetera. Et ce board-là est composé de gens qui sont élus par les membres de la DAN, avec un mandat de 2 ans. OK. Et toi, du coup, quelle est la densité de ton travail? Alors comment est-ce que c'est voilà, comment est-ce que tu occupes tes journées? Alors c'est très, très dense, OK. effectivement, parce qu'il y a beaucoup de sujets différents. Alors il y a à la fois évidemment de la représentation, mais ça j'en faisais déjà. En fait, je dirais qu'il y a moins de représentation qu'avant, moins de communication qu'avant, mais il y a une dimension beaucoup plus institutionnelle. Tu vois, je vais pas te raconter toute ma Mmh. journée, mais par exemple, ce matin, on avait une réunion sur le sujet des conseillers en investissement financier et leur lien avec MiCA. Est-ce que, les conseillers en gestion de patrimoine et les conseillers en investissement financier, peuvent donner des conseils sur la crypto? Dans quelle mesure? Quelle est la réglementation là-dessus? On essaye de pousser un peu des évolutions auprès du régulateur. Cet après-midi, j'ai rencontré une sénatrice sur, les sujets crypto. En parallèle, j'ai eu des appels avec des membres qui viennent d'adhérer et qui veulent comprendre l'action de l'association. Des discussions avec l'AMF aussi cet après-midi. Bref, donc ma journée, elle est remplie d'interactions, à la fois avec les entreprises, mais aussi avec, l'ensemble des institutions, en France et en Europe. OK. Et ça d'ailleurs, c'est une bonne transition sur ma question, suivante parce que, sache que enfin, tu le sais que Stackinsat n'a jamais été adhérent de l'ADAN, tout simplement parce que tu connais mes positions pro Bitcoin, alors à tendance maximaliste, même s'il y a 50 nuances de maximaliste, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Mais je trouve que, et d'ailleurs c'était un petit peu l'avis de Stash, hein, d'Alexandre Stachenko, si je dis pas de bêtises, que le poids de Bitcoin dans l'association était, assez marginal. Quel est ton avis déjà sur cette question-là? Parce que tu n'es pas d'accord. Et est-ce que peut-être que ça a changé, depuis ton intronisation? Je dirais plutôt que le poids des maximalistes Bitcoin dans l'association est effectivement plutôt marginal, Mmh. pour une raison simple, c'est qu'il y en a assez peu qui sont adhérents de l'association. Mais donc C'est ça vrai. peut très vite changer. Ça peut Attends, très vite changer. si les OK. maximalistes adhèrent à Ouais, ouais. l'association, tout de suite, c'est un poids plus important. En revanche, le poids de Bitcoin, je suis pas tellement sûre parce que, on a beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs réguliers, qui sont par exemple des courtiers. Tu vois, je pense à Paymium, CoinHouse, Bien Meria, sûr. enfin toutes ces Mmh. entreprises, elles font notamment du Bitcoin. C'est vrai qu'elles font pas que du Bitcoin, C'est vrai. mais elles font du Bitcoin. Donc, Bitcoin est de toute façon représenté dans le panel de nos membres, ne serait-ce que dans les métiers de nos adhérents. Mais tu as raison de dire qu'on n'est pas une association pure Bitcoin. On est une association sur l'ensemble du secteur crypto et donc ça nécessite un certain nombre de compromis. Et comme toute association professionnelle, les consensus sont pas évidents à aller chercher puisque chaque acteur a aussi, des sujets, concurrentiels et donc, tu peux Bien dire qu'une sûr. crypto concurrence une autre, un PSAN peut être concurrencé par une banque et cetera et donc, tu vas avoir des sujets de concurrence et notre job, c'est de trouver des intérêts communs et un consensus parmi tous ses membres. Alors parfois, il y a des sujets sur lesquels l'association ne peut pas se positionner et être 100% aligné avec typiquement des maximalistes Bitcoin. Bah, c'est normal. Mais tout comme on ne sera pas aligné non plus constamment avec des acteurs qui sont que sur Solana ou avec des gens qui sont dans la banque. Voilà. Donc on est nécessairement sur une recherche de consensus entre l'ensemble des acteurs de ce secteur. OK. Mais parce qu'effectivement, moi, si je dis pas de bêtises, il y avait, à l'époque, hein, alors après, bon, j'ai la mémoire qui faiblit, mais, il y avait aussi des conflits d'intérêts, je crois au sein du board, entre des protocoles, enfin bref, il y avait une gouvernance, en tout cas du board qui était un peu, bah, je dirais, compliquée. Je sais pas si tu peux en parler aussi à l'époque? Alors pour le coup, j'étais Tu pas savais là. pas? OK. Donc et j'ai pas connaissance. Enfin,
je connais certaines personnes qui étaient au board, mais je serais incapable de te donner la Ok. composition du board précédent. Donc, je vais Ok. pas du tout me Ok. prononcer En tout là-dessus. cas, En tout aujourd'hui. cas, aujourd'hui, on a un board qui fonctionne très bien. Ok. C'est Et pas du tout après, un sujet. parce que pareil, j'ai pas la composition exacte, mais en termes de conflits d'intérêts ou de choses comme ça. Alors, après, évidemment, il y a toujours des conflits d'intérêts parce qu'il y a de la concurrence, etc. C'est des boîtes. Parce que là, si je dis pas de bêtises, il y a des protocoles, des boîtes, des banques. Est-ce que tu peux très rapidement, sans citer de nom, mais peut-être nous dire la typologie des gens qui sont représentés au board? Alors, effectivement, au board, tu vas avoir, on a une banque, on a des CASP, on a des avocats. Enfin, voilà, il y a Ok, différents ouais, c'est métiers, ça. Donc, différentes c'est typologies, ça. hein, complètement. Et Ok. c'est ça qui fait aussi la richesse du board, heureusement, parce que si tu as que des avocats ou des consultants ou que des banques ou à l'inverse que des protocoles DeFi, tu as un board qui n'est pas du tout représentatif de la diversité des métiers du secteur. Donc, c'est très bien que ça soit diversifié. Ok. Bon, bah du coup, commençons par le premier sujet, et ça, on en parlait rapidement avant de débuter l'émission. Et en même temps, ça me concerne, ça me touche, c'est le minage de Bitcoin. Alors, je sais pas d'ailleurs si tu peux en parler, mais on a eu là cet été euh, une décision assez surprenante d'Exaion, qui a décidé de passer sous giron américain avec l'entreprise Mara Holding, qui a décidé, je crois, alors pas d'acheter l'intégralité du capital, mais je crois 70% si je dis pas de bêtises. Ah, il me semble que ça doit Euh, être 2 tiers avec une option à 75%. Alors, j'ai voilà, quelque plus chose les comme détails, ça. mais... Évidemment, politiquement d'ailleurs, même si c'est passé un peu en catimini cet été, mais je crois qu'un certain nombre de politiques se sont emparés Mhm. du sujet. Toi, justement, j'imagine que dès ta prise de fonction début septembre, si je dis pas de bêtises, ce sujet-là était sur ta table. Tout à fait. Même Euh, avant ma prise de ouais, fonction, pour voilà. être très honnête, dès le mois d'août, Ouais, on a commencé à travailler. Ouais. voilà. Et je crois que Mm. politiquement, ça a été Éric Ciotti qui a fait un. Alors, il y a eu pas Il mal y a eu pas mal de. Voilà, de... enfin Oui, bref, voilà, est-ce il que y a eu tu pas peux mal nous, de politiciens, nous, oui. nous, nous dire où est-ce qu'on en est sur ce dossier Alors, effectivement, ce qui était très frustrant, c'est que la news est tombée en plein mois d'août. Donc, Oui, tu vois, le voilà. samedi 7 août, où tout le Ouais. monde est à la plage. Donc, bon, malgré tout, j'ai quand même vu la news en étant à la plage. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec un certain nombre de personnes impliquées à la DAN et aussi avec des professionnels du minage en France. Globalement, on était tous très étonnés. Parce que nous, les échos qu'on avait eus, c'était quand même qu'EDF, a priori, ne voulait pas se positionner sur le minage. En tout cas, il l'avait plutôt refusé pendant des années. Et donc, l'idée de vendre une filiale à Mara, alors sous couvert un peu d'IA, etc., mais euh, on se doute quand même que c'est pour faire, entre autres, du minage de Bitcoin. Ça nous a... Mara, Ouais. excuse-moi, hein, qui est spécialiste du minage de Qui est Bitcoin. spécialiste Hein, du minage de voilà, Bitcoin, je ne l'ai pas précisé, mais donc Voilà, c'est pour mais ça qu'on s'en doute très fortement. ouais, oui. C'était pour nous très frustrant. Et c'est vrai que, tu vois, d'ailleurs, en toute transparence, on s'est posé la question de quelle doit être notre position à la DAN. Nous, en tant que citoyens, on était frustrés. Bien sûr. Maintenant, on s'est dit, bon, c'est un sujet de souveraineté, c'est un sujet politique. Ça serait même pas tant à la DAN de le porter, en réalité. Tu vois, ça serait des hommes et des femmes politiques intéressés par notre souveraineté technologique, d'aller poser la question au gouvernement et d'aller dire, mais attendez, est-ce que c'est vraiment normal ce qui se passe? Nous, si tu veux, la DAN, on aurait même pu se dire, génial, un acteur américain qui arrive en France, allons chercher une cotisation. Voilà. Bien sûr. On aurait pu appeler Mara en leur disant venez adhérer à la DAN, C'est ça. ça nous fait X milliers ou dizaines de milliers d'euros en plus, on aurait été très contents. C'est ça. Mais honnêtement, on était tellement un peu sidérés de cette nouvelle qu'on s'est dit c'est quand même vraiment pas normal et il faut qu'on fasse quelque chose, ne serait-ce qu'en tant que citoyen, et il ne faut pas qu'on ait peur de prendre position politiquement. Donc on a fait plusieurs choses, on a communiqué d'ailleurs, on a fait une tribune avec Stanislas Barthélémy qui est président de la DAN dans les Échos, mais on a aussi derrière en coulisses contacté l'ensemble des partis politiques pour les alerter sur ce sujet. Et donc on a eu un certain nombre de réponses et de discussions. Aujourd'hui, je sais que M. Latombe à l'Assemblée a posé une question au gouvernement sur ce sujet. Il y en a plein en fait certains ont communiqué plus ou moins pour se placer là-dessus, Ok. mais en réalité, beaucoup d'entre eux se sont activés en coulisses. Maintenant, Quels que soient les partis politiques. quels que soient les partis politiques, tout à fait, droite, gauche. Alors la gauche est moins vocale sur le sujet pour des raisons dont on pourra discuter, mais tout le monde en coulisses s'est quand même bien activé. Maintenant, le dossier est encore, à ma connaissance, en cours d'instruction, donc j'ai pas grand-chose à en dire et j'ai pas D'accord. d'informations. C'est Ok. des instructions qui ne communiquent pas publiquement. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. On sait aussi qu'il y a quand même une instabilité politique en France en ce moment qui est notable et qu'il y a beaucoup d'autres priorités à l'agenda des politiques. Donc c'est compliqué, tu vois, en pleine négociation aussi sur le budget, d'aller faire de ce sujet une priorité. Donc on le pousse évidemment, on essaye, mais il faut aussi choisir nos combats, quoi. Ok. Mais est-ce que tu as des informations sur l'origine de ce deal? Alors évidemment, sans trahir des secrets, mais c'est vrai qu'on peut se dire pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement
radical quelque part, parce qu'effectivement, petite pensée à Sébastien Gouspillou, évidemment, qui nous écoutera, j'espère, qui a poussé Mhm. en 2017 EDF à se positionner sur le minage de Bitcoin, et que là, effectivement, il y a eu clairement une fin de Mhm. non-recevoir sur cette stratégie-là, qui voulait se positionner vraiment que sur du calcul de performance et sur du proof of stake, si je dis pas de bêtises. Et finalement, en fait, Alors, je suis pas sûre qu'il y ait eu un changement de stratégie dans le sens où je doute qu'à la tête d'EDF, d'un coup, il se soit dit c'est génial, on va faire du minage de Bitcoin, ok, allons-y. Donc, c'est pas tellement ça. Ce qui se passe plutôt, c'est que, on le sait, c'est partout pareil dans l'État français, on n'a pas d'argent, on manque d'argent. Et donc, en l'occurrence, sur EDF, il faut trouver des financements pour aller financer, par exemple, des nouvelles centrales. Mhm. Et pour faire ça, tout simplement, il faut aller chercher de l'argent en se séparant des activités qui vont être considérées comme des activités pas cœur de métier Ok. d'EDF. Et donc, c'est aussi dans cette logique-là où je pense qu'ils se disent, voilà, Exaion, ça a plutôt coûté de l'argent aujourd'hui. Il se trouve que cette grande boîte américaine qui est hyper intéressée, qui peut mettre du capital sur la table, c'est une belle opération financière. C'est-à-dire, on revend cette société qui, jusqu'ici, n'était pas non plus C'est hyper clair, clé parce pour le qu'elle groupe. elle perdait de Elle l'argent, perdait de l'argent. forcément. Là, finalement, les Américains peuvent en faire quelque chose d'intéressant pour eux, mais finalement peut-être aussi pour nous, puisqu'on garde 25%, etc. Et donc, on va s'en séparer, récupérer le capital et faire quelque chose d'autre avec cet argent pour financer des nouvelles sources d'énergie. Donc, je pense qu'il y a une logique stratégique très claire d'EDF, mais nous, notre rôle aussi en tant que citoyen et en tant que personne impliquée sur ces sujets, c'est d'alerter en disant s'ils rachètent cette boîte, c'est parce qu'il y a un potentiel. Et c'est quelque chose qui pourrait être fait, qui pourrait être internalisé chez EDF, par exemple, ou qui pourrait être revendu également à des acteurs européens. Bien sûr. Et toi, justement, enfin, vous, à la DAN, quelles est vos revendications alors par rapport à... Quel était le contenu de cette note publique que vous avez envoyée à l'époque? Nous, on a tout simplement alerté sur le sujet en disant c'est une perte de souveraineté supplémentaire vis-à-vis des Américains qui, en fait, ont très bien compris qu'il y avait de l'argent à se faire sur le sujet. Et donc, ils viennent racheter une partie de cette filiale et donc créer aussi une joint venture quelque part commune avec EDF. Et donc, le jour où, effectivement, il y a une décision d'aller faire du minage de Bitcoin pour faire de l'équilibrage de réseau électrique, naturellement, a priori, EDF va se tourner vers cette filiale-là. Et donc là, ce sont les Américains qui vont prendre la plus grande partie des profits. Et c'est là qu'on dit c'est dommage, parce que ça aurait pu être fait avec la filière française ou à minima avec un acteur européen. Et on trouve ça, on trouve ça même très très dommage que ça soit décidé de cette manière-là, de manière assez opportuniste, parce qu'il y a un besoin d'argent et parce qu'un acteur américain arrive et fait une offre assez agressive. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une vraie stratégie nationale là-dessus. En se disant, alors en l'occurrence sur le minage de Bitcoin, mais la réalité, c'est qu'on aimerait qu'il y ait ça sur Bitcoin en général et sur même la crypto en général. On voudrait qu'il y ait une stratégie nationale et que ce type de décision, elle soit pas juste prise à l'opportunité comme ça, mais qu'elle puisse être un peu plus réfléchie dans le temps et à long terme. Ok, très clair. Non, mais écoute, en tout cas, j'espère que ce dossier Nous aussi. voilà, Je ne cache pas. va se résoudre de manière positive pour la Ouais. France et pour l'Europe. En tout cas, effectivement, Mara, quelque part, est très opportuniste. Et puis, en plus, quelque part, ils ont de la chance compte tenu du contexte politique français. Bon, en tout cas, on en saura plus dans quelques mois. Maintenant, j'aimerais revenir sur une actualité qui, en tout cas, moi, fait mon actualité au quotidien ces derniers mois. C'est Mika. Donc la réglementation MiCA. J'aimerais avoir ton avis, alors pas en tant qu'entrepreneuse, parce que forcément peut-être qu'en tant que directrice générale de la DAN, tu auras un avis plus nuancé, je ne sais pas d'ailleurs, Non, ou non, moi, pas. tu sais, je Euh, suis fidèle à moi-même. Hein. ok, Je ok, change pas d'avis ok, comme ok, ça. ok. En tout cas, on a évidemment cette réglementation qui est arrivée, qui est en application depuis le 1er janvier de cette année, si je ne dis pas de bêtises. Donc les acteurs comme Stackinsat, comme d'autres qui étaient enregistrés PSAN ont jusqu'au 1er juillet, enfin au 30 juin Oui. 2026 pour se mettre en conformité. Ce principe s'applique évidemment pour tous les pays européens. Alors j'imagine qu'il y avait des équivalences à l'enregistrement, je ne sais même pas d'ailleurs, dans les autres pays ou pas du Dans tout. certains autres pays, oui. Oui, voilà, mais en tout cas, peu importe, tout le monde qui souhaite se positionner sur ce marché doit se mettre en conformité MiCA. Moi, en tant qu'entrepreneur, clairement, j'ai plutôt un avis nuancé Laisse-moi deviner. pour ne pas dire autre chose sur cette réglementation. Alors après, j'entends l'aspect régulation, protection.
Mais quelque part, est-ce qu'on n'est pas dans la caricature de cette protection, jusque finalement arriver à freiner le développement, freiner l'innovation, freiner le développement des entreprises françaises et des entreprises européennes, bah, finalement au profit bah, des entreprises étrangères, donc notamment américaines ou asiatiques, qui elles n'ont pas en fait ces contraintes, en tout cas pas, comment dire, j'allais dire ces bâtons dans les roues pour se développer. Quelle est justement la position de la DAN là-dessus? Quelle est ta position? Et est-ce qu'elle a évolué depuis que tu es devenue directrice générale? Ma position n'a pas tellement évolué. Par contre, pour effectivement, nuancer ce que tu dis, c'est pas tant que ça favorise les entreprises, américaines ou asiatiques, parce qu'à partir du moment où elles veulent venir sur le marché européen, elles doivent quand même se mettre en conformité avec MiCA. C'est vrai, En revanche, là où tu as raison, c'est que cette réglementation, elle favorise les grandes entreprises bien qui ont sûr. les moyens, parce que, il faut des moyens pour Et aller chercher MiCA. c'est ce que je voulais dire, pardon. Et en revanche, les grandes entreprises, l'exemple typique, c'est les banques, mais c'est un peu le cas des grandes plateformes aussi, n'osaient pas se placer sur la crypto sur le marché européen tant qu'il n'y avait pas une réglementation unifiée et très claire et qui leur donnait de la visibilité à long terme. Donc MiCA va favoriser ces entreprises-là, qui commencent d'ailleurs à développer des offres crypto, hein. On voit qu'un certain nombre de banques sont allées chercher les enregistrements, par exemple, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Je pense qu'aucune banque n'osait aller sur la crypto, alors pour plein de raisons, mais notamment pour des raisons aussi réglementaires. Mais la contrepartie de ça, c'est que tous les petits acteurs qui subsistaient quand même avec une réglementation beaucoup plus légère, il y en a plein qui vont pas arriver à passer ce cap. Et donc, je suis complètement d'accord avec toi. MiCA va forcer le secteur à prendre un coup de maturité d'un coup. Mais sincèrement, tu vois, c'est Darwin, à un moment. Dans Il y a une des, logique il y a des- Darwin, c'est ce voilà, que il y j'allais a dire. des, il y a des Ouais, entreprises c'est qui ça, n'auront pas les reins suffisamment solides bien sûr. et qui ne vont pas passer. Alors, on peut toujours se dire, oui, mais peut-être que ces entreprises, de toute façon, elles avaient un modèle économique qui n'était pas soutenable, donc de toute Mhm. façon, elles seraient mortes 2 ans après, etc. Alors, certes, peut-être. Maintenant, c'est pas parce que c'est vrai qu'on voilà, qu'on s'en réjouit. Et effectivement, moi, je sais qu'à la DAN, mais plus généralement dans le secteur crypto, on a des entreprises qui vont déposer le bilan dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années. Et donc, ce sont aussi des entrepreneurs qu'on va essayer, nous, voilà, d'accompagner pour faire en sorte que ces fermetures se passent du mieux possible et qu'ils puissent peut-être même se reconvertir dans d'autres activités, par exemple sur du conseil en investissement financier. Ok. Et à l'inverse, on va essayer d'aller voir, pour le coup, les plus gros acteurs qui, maintenant que cette réglementation est en place, vont avoir envie de sortir des offres pour faire en sorte que ces gros acteurs le fassent aussi de la manière la plus alors régulée possible, mais en n'oubliant pas qu'il y a une dimension d'innovation derrière ces actifs-là et qu'on ne se retrouve pas finalement dans un système ultra intermédiaire, comme on peut craindre que ça va être le cas. Ok, mais donc là, aujourd'hui, la DAN travaille, alors juste que je comprenne ce Mm. que tu viens de dire, avec donc, les grands groupes qui, du coup, ont... On fait pas de conseil, hein, si c'est Ah, ça la d'accord, oui, question. voilà. Non, Non. je me suis mal exprimée. Ok, alors, On ouais, n'est quel pas une est... boîte de conseil. Ouais, ouais. En revanche, on fait des affaires publiques. Et donc, ça veut dire qu'on anticipe les évolutions réglementaires, qu'on tient au courant nos membres, évidemment, de ce qui est public et de ce qui est publié, mais Mhm. aussi de ce qui se passe en coulisses et des négociations qui ont lieu avec les régulateurs et avec les législateurs. Et ça aide aussi les grands groupes à se positionner et à comprendre le type d'offres qu'ils peuvent essayer de créer, qu'ils peuvent sortir. Tu vois, je vois aujourd'hui, par exemple, des grandes banques qui font des annonces, qui créent des stablecoins et qui vont dans la finance décentralisée. Ça, c'est des choses qui dépendent aussi du type de réglementation qui est en place. Ok. Mais non, mais c'est intéressant, je n'avais pas forcément cette dimension-là. En tout cas, une des conséquences de MiCA, c'est évidemment cette logique darwinienne, où forcément, parce que là, il y a, alors je sais pas si tu as le chiffre, je te pose une question, une colle, combien de boîtes enregistrées PSAN en France? Alors, j'ai pas le chiffre Chiffre, total, mais à ok. la DAN, on doit avoir Ouais. entre 20 et 30 PSAN qui sont membres. Ok. Ouais. Et donc, après, sans donner de nom et tout, etc., Ouais. mais parmi ces 30 membres, il y en a quand même une bonne partie qui ne vont pas Alors, survivre, d'après ce que je Alors, comprends. en réalité, il y a quand même un Mhm. biais, puisque les entreprises qui adhèrent à la DAN sont aussi celles qui ont les moyens d'adhérer à la DAN. Donc, parmi les entreprises qui sont membres de la DAN, la très grande majorité, je ne vais pas dire la Mhm. totalité, mais la très très grande majorité va pouvoir passer MiCA. Ok. Et la question se pose en réalité plutôt pour les entreprises qui ont déjà pas forcément les moyens de payer une cotisation, Bien sûr. et donc qui ne Mhm. pourront sans doute pas passer MiCA non plus. Ok. Mais derrière, est-ce que vous avez un pouvoir, parce que donc là, Mika, évidemment, est, j'allais dire, gravé dans la roche. Après, il y a aussi
TFR, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient évoluer? D'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de pub pour un podcast qu'on a fait avec Renaud Livgitz qui parle justement des côtés négatifs de cette loi TFR aujourd'hui qui est déjà en application, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on peut espérer qu'il y a des choses qui pourraient bouger? Est-ce que finalement le régulateur est très ferme sur ce qu'il a dit qu'il ferait et qu'il a fait? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Alors sur TFR, les sujets sur lesquels, nous on se mobilise, ça va être surtout des sujets techniques, par exemple, pour faire en sorte que les données soient chiffrées, et qu'il y ait la sécurité, en fait, sur les données personnelles. Maintenant, je vais être assez réaliste, on peut pas espérer un abandon de TFR, dans 6 mois. C'est pas enfin, on peut le demander, hein, mais ça n'arrivera pas. Donc on choisit aussi nos combats et effectivement, nous, on va plutôt se mobiliser pour qu'il y ait des standards techniques, pour que les plateformes sachent quoi appliquer, puisqu'aujourd'hui, c'est pas tant une question de est-ce que la réglementation est stricte ou pas stricte. C'est que souvent, en fait, elle est pas claire, il manque des détails, il y a pas de standard, et donc chaque plateforme fait un peu sa sauce. Et l'important, c'est que voilà, tout le monde puisse être sur les mêmes standards et faire en sorte qu'il n'y ait pas des données qui fuitent dans la nature et qu'on se retrouve avec des drames comme ceux qu'on a pu connaître. Donc nous, c'est plutôt avec cet angle-là qu'on se mobilise parce qu'on pense que c'est un angle réaliste sur lequel les régulateurs peuvent tout à fait nous entendre et appliquer ce qu'on recommande. Maintenant, si on arrive et qu'on dit CFR, on n'est pas content, il faut que ça s'arrête tout de suite. Ouais. Je veux dire, on va nous dire, écoutez, vous êtes gentil, mais voilà, retournez Ok, chez vous, quoi. et donc finalement, l'ADAN sur Mika, finalement, son rôle est plutôt passé, quelque part. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur Mika à part... Pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous faites Pas du alors, tout. du coup, ouais, alors, qu'est-ce que vous faites Alors, par rapport à ça? Quel est votre déjà, rôle? c'est pas parce que Mika est voté que Mika est passé. Parce qu'en Ok. réalité, Mika est voté, mais il y a plein d'incertitudes et plein de sujets sur l'application de Mika Ok. par les régulateurs. Tu sais, on disait, Mika, ça va harmoniser tout ce qui se passe en Europe et donc tout le monde va être logé à la même enseigne en Europe. Déjà, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Et fait qu'en fonction du pays où tu vas et du régulateur que tu as, t'es pas tout à fait traité de la même manière. Ok. Donc, on a des gros enjeux de dialogue avec les régulateurs, alors typiquement en France avec l'AMF et avec la CPR, pour voir comment est-ce qu'elles appliquent Mika au niveau national. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires? Est-ce qu'il y a des choses qui sont trop strictes? Est-ce que les délais sont trop longs? Et donc, on a, nous, un dialogue mensuel avec les régulateurs pour faire en sorte qu'on ait des délais les plus courts possibles, que les process soient efficaces, etc. Donc ça nous prend quand même déjà pas mal de temps. Et ensuite, on peut aussi s'attendre à des évolutions sur Mika. Et donc, tu vois, certains parlent d'un Mika 2 où il pourrait y avoir simplement des amendements. Et donc là, on essaye d'anticiper ce qui pourrait se passer. Tu vois, il y a eu des communications dernièrement sur l'AMF qui souhaitait une supervision européenne De l'ESMA. de l'ESMA. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels Mika pourrait être réouvert. Donc on se pose pas mal de Ok. questions là-dessus. Mais tu te doutes bien que si Mika est réouvert, à la fois l'industrie va essayer de pousser un certain nombre d'amendements pour, par exemple, rendre le développement de stablecoin euro plus facile. Mais on se doute aussi que d'autres politiciens vont essayer de pousser des amendements à l'inverse pour rendre ça Bien plus sûr. difficile et pour protéger encore plus les investisseurs. Donc il va y avoir de nouveau des débats dans le cas où Mika serait réouvert. Et justement, restons là-dessus, parce que c'est vrai que j'avais entendu dire que certaines sociétés qui privilégiaient plutôt des zones ou des pays comme Malte, Oui. ou d'autres qui apparemment avaient un Mika, on va dire, plus facile à avoir. Quelle est la position de l'ADAN là-dessus? Est-ce que c'est justement en réaction à ça que l'AMF a souhaité justement que ce soit Alors non, l'ESMA? c'est pas la DAN qui a demandé à l'AMF de prendre cette position. Ouais. Pas du tout. Je ne cache pas qu'on l'a découvert, voilà, un peu comme tout le monde dans la presse. Donc non, maintenant, en fait, nos membres, généralement, qui sont plutôt des entreprises soit françaises, soit européennes, il y en a beaucoup qui sont frustrés, effectivement, de la facilité avec laquelle certains de leurs concurrents vont chercher des agréments dans des pays un peu plus... voilà, je ne sais pas si je dois dire pragmatique ou laxiste, mais tu vois l'idée. Alors qu'en France, on a un régulateur qui est très sérieux, donc ce qui attire aussi des boîtes internationales qui viennent en France en se disant l'agrément français, il vaut plus en termes de communication qu'un agrément maltais, par Oui, mais exemple. sauf que dans les faits, non. Sauf que c'est plus dur à obtenir, du coup, donc ça va être Oui, un mais ce peu que je veux dire plus par long. là, c'est que quelque part, que tu aies un Mika maltais ou un Mika français, Dans les c'est la même faits, chose. dans les faits, on est d'accord. C'est-à-dire que tu es censé pouvoir proposer tes services partout en Europe. Exactement. En revanche, en termes de com et en termes institutionnels, tu vas avoir plus de prestige si tu as un Peut-être. agrément en France. Mais je suis d'accord avec toi, ça crée une distorsion de concurrence si certains régulateurs
délivre des agréments Ah oui. beaucoup trop facilement. Donc nous, on avait des membres qui se plaignaient un peu déjà de cette situation. Donc quelque part, c'est logique que l'AMF, qui essaye de faire le job le plus sérieusement possible, se plaigne d'autres régulateurs qui ne sont pas au même niveau. Maintenant, moi, mon souci, c'est pas tant supervision européenne ou pas supervision européenne. C'est est-ce que la procédure pour obtenir des agréments va être efficace, rapide et claire. Et ça, Ok. j'ai envie de dire, si c'est plus le cas avec l'ESMA qu'avec l'AMF ou les CPA, tant mieux. Mais je ne sais pas si ce sera le cas. Je ne suis pas sûre que Hmm. l'ESMA aujourd'hui soit très équipée pour faire de la supervision. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrivera demain matin. Donc, c'est plutôt un process à voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça peut faire sens pour le continent européen de se dire on va avoir une supervision européenne. Ça peut attirer des acteurs internationaux encore plus. Mais en fait, le diable, c'est dans les détails. C'est-à-dire que sur le papier, c'est très chouette. Maintenant, en pratique, Ouais. Ça il va paraît. falloir que, voilà, que ça se passe bien, vraiment, quoi. Ok. Alors, restons sur Mika. On va aborder un autre sujet que tu as rapidement évoqué. Ce sont les stablecoins. Et en tout cas, la stratégie de l'Europe de plutôt freiner le développement des stablecoins, si on peut le dire comme ça, euh, C'est- au profit Ouais. de l'euro numérique. Et finalement. Enfin, alors, déjà, quel est ton avis là-dessus, Bernard? Alors, Ou peut-être que je. tout le problème, c'est qu'est-ce que tu appelles l'Europe? La stratégie de la Hmm. BCE, oui, je suis d'accord avec toi. Hmm. La stratégie de la La BCE, BCE, c'est pardon. plutôt de favoriser l'euro numérique et pas le Ouais. développement des stablecoins. Maintenant, quand tu parles à d'autres institutions européennes, ils ne sont pas tous d'accord avec la BCE. Ok. Alors, c'est-à-dire, tu peux en dire plus ou pas? C'est-à-dire qu'il y a des pays qui disent clairement qu'ils. Bah, tu as des pays et puis tu as d'autres institutions. Tu vois, par exemple, le gouverneur de la Banque de France a pris une position récemment plus favorable aux stablecoins qu'auparavant. Et donc, les choses sont quand même en train de bouger. Si tu discutes en privé avec certaines institutions, certains vont te dire, oui, on est tout à fait conscient il faut qu'on y aille sur les stablecoins euros. Il faut favoriser ça parce que c'est la monnaie de demain, parce que c'est là que toutes les banques vont aller. Il y a déjà trop de stablecoins dollars par rapport aux stablecoins Mhm. euros. Donc, ils sont quand même très conscients de ça, tu vois, dans les discussions en coulisses. Maintenant, on est un peu le cul entre deux chaises, tu vois, en Europe. On a les États-Unis qui ont avancé très très fort sur le sujet stablecoin. Et c'est tout à leur avantage, ils exportent le dollar partout dans le monde. Et on a d'autres pays, tu vois, comme la Chine, qui sont beaucoup plus refermés et qui n'ont pas du tout envie d'utiliser les mêmes infrastructures que les Américains. Et donc nous, en Europe, on est tiraillés entre est-ce qu'on veut quelque chose de fermé, tu vois, un peu à la chinoise, je caricature, parce qu'on veut être hyper souverain et qu'on veut avoir notre système à nous, ou est-ce qu'à l'inverse, on veut aller sur quelque chose d'ouvert, une espèce d'internet dans la finance, et accepter aussi une forme de concurrence des monnaies, mais qu'on pourrait peut-être contrôler d'ailleurs. Tu vois, on pourrait, en favorisant le développement des stablecoins euros, faire en sorte que les Européens utilisent vraiment de l'euro sous forme de stablecoin et pas du dollar. Donc nous, ce pour quoi on plaide, c'est vraiment cette troisième voie en se disant, nous, de toute façon, on est convaincus que les stablecoins vont arriver, qu'on le veuille ou non, il faut l'accepter. Et donc maintenant, il faut s'assurer d'être le plus compétitif et le plus attractif possible sur ce sujet-là. Et pas rester dans le déni en se disant, l'euro numérique va nous sauver. Et d'ailleurs, pourquoi, revenons quand même à la base, pourquoi est-ce que l'Europe, en tout cas enfin, la BCE, a eu cette position-là au départ? Quelle est la stratégie sous-jacente, pardon, je vais y arriver, de Christine Lagarde ou Alors, de... Ouais, je pense pardon. qu'au tout début, les réflexions qu'il y avait sur cet euro numérique, elles étaient liées au fait que la BCE et plus largement les institutions européennes voyaient se développer des monnaies dites privées. Tu vois, je pense à Facebook qui voulait sortir Libra, etc. Et donc, en réaction à ça, ils se sont dit, mais attendez, si demain on a des monnaies qui circulent un peu partout et qui sont émises par des acteurs privés, l'euro va devenir moins compétitif. Et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un euro qui soit compétitif face à ces monnaies-là? Ce qui, je pense, est très sain comme réflexion. Simplement, après, c'est une question de support technologique. Moi, ma conviction, c'est plutôt que le support technologique de demain, ça va être des infrastructures type blockchain, Ethereum, etc. Et donc, si on crée un euro numérique qui n'est pas sur ces infrastructures-là, il va être technologiquement très isolé. Il ne va pas être interopérable avec les portefeuilles crypto, etc. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut vraiment booster les stablecoins euros aujourd'hui pour ne pas se laisser bouffer par le dollar et voilà, pas rester focalisé exclusivement sur l'euro numérique. Je ne dis pas que l'euro numérique ne pourrait pas marcher. Il pourrait très bien y avoir un euro numérique qui fonctionne techniquement. Simplement, il ne serait pas tellement en lien avec les infrastructures blockchain telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, je pense que c'est ça la réflexion de la BCE. C'est aussi une question de souveraineté, de dire aujourd'hui, les moyens de paiement sont américains. Tu vois, on utilise tous les réseaux Visa, Mastercard, etc. Donc, c'est important d'avoir des moyens de paiement souverains. Je comprends aussi.
Mais pour ça, ça passe pas nécessairement par le secteur public et par la BCE. Tu vois, ça pourrait passer par des acteurs privés, et par un soutien aussi réglementaire, législatif à ces acteurs privés pour qu'ils puissent créer ces stablecoins euros. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu vois la réglementation sur les stablecoins en Europe, tu te dis pas, ça a l'air génial, je vais monter mon stablecoin. C'est quand même compliqué. Bien sûr. Et donc, il faut rendre ce modèle attractif. Ok, mais alors, maintenant, je vais te poser une question par rapport au stablecoin dollar. Parce que quand tu vois le modèle économique des stablecoins, alors je ne les connais pas tous, mais on va dire les stablecoins Ouais. les plus connus comme Tether par exemple, effectivement aujourd'hui, alors j'ai plus le chiffre exact, mais ils financent déjà une bonne partie de la dette américaine. Donc quelque part, Trump, lorsqu'il a décidé de faire son Genius Act, bah, lui en gros a, Mhm. contrairement à ce que voulait Biden à l'époque, qui était plutôt favorable à un dollar numérique, si je ne dis pas de bêtises, Trump, lui, lors d'ailleurs de la conférence à Bitcoin Nashville, a décidé, enfin a dit avant son élection qu'il ne souhaitait pas continuer, Mhm. s'il était élu, le développement des expérimentations du dollar numérique. Il n'avait pas forcément dit à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises, qu'il était pro-stablecoin, privatisation. À ce moment-là, je ne suis pas sûr. En tout cas, il avait dit qu'évidemment, il y aurait la réserve stratégique en Bitcoin, bon, ça on s'en Mhm. rappelle. Et que finalement, quelques mois plus tard, il s'est rendu compte, je pense, en étudiant, alors avec ses conseillers évidemment, bah, des vertus finalement pour le dollar Mhm. des stablecoins dollars, parce que finalement aujourd'hui, le modèle économique du stablecoin, c'est qu'il va bah, justement permettre d'acheter, de financer de la dette. Et c'est comme ça d'ailleurs que le stablecoin, sur le business model du stablecoin fonctionne. Et ça qui est étonnant, c'est que finalement, quand tu vois qu'aujourd'hui, on a des difficultés à financer notre dette, que ce soit en France Mhm. ou en Europe, bah, quelque part, Trump a eu l'intelligence, Genius Act, c'est là où l'idée de génie, bah, quelque part, de libéraliser au maximum la privatisation du dollar pour justement faciliter le financement de la dette américaine. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Ah bah, euh, si, bien sûr, mais et... c'est... Si, alors je veux dire, c'est pas Trump tout seul qui Non, mais évidemment, non, finance la mais... dette américaine, hein, Ouais, mais effectivement, il a compris qu'il y avait un intérêt national pour lui, pour les stablecoins, et que les stablecoins américains, c'est pas juste un secteur qui crée de l'emploi. Alors, c'est le cas, mais c'est aussi parce que ça leur permet de financer de la dette, et c'est une forme d'hégémonie aussi du dollar qui évidemment. continue à se répandre à travers le monde. Donc c'est tout bénef pour eux, bien sûr. Et Mais oui, c'est pour ça que ça ne leur coûte rien d'abandonner leur projet de dollar numérique. Ils ben s'en voilà. fichent. Oui, mais c'est ce que je comprends pas, c'est que ce raisonnement-là, pourquoi en Europe, on l'a pas eu? Enfin, Déjà parce qu'en Europe, on n'est pas autant en position de force aujourd'hui, hein. on est d'accord. Donc aujourd'hui, se dire on arrête l'euro numérique et on fait que du stablecoin euro, Je suis d'accord. tu te dis on part pas les premiers, quoi, hein. Bien sûr, mais sauf qu'à l'époque, si tu veux, c'est ça, c'est que ce Ah, bah, raisonnement-là, ils auraient après, je suis une pu. convaincue, hein. Voilà, c'est ça. C'est vrai que si on peut se dire que presque là, c'est, j'ai envie de dire, presque trop tard. Alors évidemment, je te dis pas de se dire c'est trop tard, on laisse tomber, on laisse les Américains dominer le monde avec le dollar. Mais c'est vrai que là, tu te dis qu'ils ont une. Enfin, les stablecoins dollars ont une telle, je crois 99,9 ou je sais plus exactement les Ouais, chiffres. enfin, plus de 95 en tout cas, oui, Ouais, c'est sûr. voilà, enfin bref, Ouais. voilà, une domination telle qu'aujourd'hui, on peut douter de la capacité de l'Europe Mm. finalement à aller concurrencer cette position hégémonique Euh, aujourd'hui des stablecoins alors, dollars. je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que pour le coup, on pourrait très bien avoir des stablecoins euros en Europe qui remplacent petit à petit les stablecoins dollars. Pour une raison simple, c'est que la réglementation met quand même petit à petit des stablecoins dehors. Tu vois, l'USDT qui était listé sur toutes les plateformes d'échange, aujourd'hui ne l'est plus. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, tu peux avoir des contraintes réglementaires C'est-à-dire qui, qu'il fait, petit à ouais, petit, peuvent font que les favoriser. stablecoins listés sur les plateformes sont des stablecoins euros. Donc si, la réglementation, ça a beaucoup de poids et ça influence très largement le marché. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on on a encore le champ libre. C'est juste qu'aujourd'hui, des stablecoins euros, il y en a très peu. Donc, la question, ça va être lesquels vont vraiment émerger. Est-ce que ça va être des stablecoins de banques, de consortiums de banques, de fintech, d'acteurs privés américains ou européens? Donc la question, elle est encore là, et c'est ça, moi, que je trouve très Hmm. excitant dans le marché des stablecoins, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout à faire et qu'on voit les acteurs qui se positionnent petit à petit. Ok, et donc ça, j'imagine que ça occupe tes journées, Une partie de une mes journées, partie. parce qu'il y a beaucoup de choses, mais ouais. Et l'euro numérique, alors aussi, quelle est la... Est-ce que d'ailleurs c'est la vocation de la DAN d'avoir une position sur l'euro numérique? Est-ce que vous... Pas vraiment. En fait, c'est pas Ouais. tellement notre sujet. Oui, voilà, c'est C'est-à-dire ça, que c'est hein. pas un actif. Enfin, la DAN, c'est l'association pour le développement des actifs C'est numériques. ça. L'euro numérique n'est
on le considère pas comme un actif numérique puisqu'il circule pas sur blockchain, donc Mhm. c'est pas vraiment notre sujet. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est vraiment vous, la feuille de route de la DAN est plutôt orientée sur les stablecoins Tout euros à fait. et vous regardez quand même Bah, on regarde ce qui se ce passe qui se parce que passe. Ouais. nécessairement, voilà, ça peut influencer la politique générale, mais oui. Ok. Et pareil, donc toujours dans cette même logique un peu opposition Europe et États-Unis. Évidemment, on sait, toi et moi, que les États-Unis ont pris vraiment une longueur d'avance dans cette stratégie crypto depuis plusieurs années. Voilà, quel est toi ton regard sur cette bataille du leadership, notamment avec bah, la poussée, la montée extraordinaire des ETF Mm. aux États-Unis, la financiarisation bah, justement du Bitcoin, alors principalement aux États-Unis, mais bon, partout dans le monde. Mais en tout cas, on sent que là, d'ailleurs, récemment, Amundi vient de se positionner enfin Ouais. sur la création d'un ETP Bitcoin. Quel est toi ton regard sur cette bataille, quelque part, du leadership entre les Européens et les Américains là-dessus? C'est impressionnant à quel point les ETF ont changé la donne. Moi, je me souviens quand, on a vu les ETF arriver et surtout le succès des ETF, se matérialiser. Moi, j'ai le souvenir d'avoir rencontré des personnes, qui bossent dans la finance tradi, qui sont venues voir et qui m'ont dit, «Félicitations», quoi. Comme si, c'est moi Ouais, qui ouais, avais créé les ETF, mais non, non, mais en fait, je pense que dans leur regard, c'était, «Ah bah, finalement, ce truc bizarre sur lequel cette personne travaillait, en fait, c'est un vrai truc». Voilà et parce que des acteurs de la finance traditionnelle adoubent Bitcoin et donc indirectement aussi le reste de la crypto parce que voilà, je suis évidemment. désolée, mais bon, Mais tu oui, es oui, dans la non, tête des mais gens, voilà, c'est ouais, ouais. toujours un peu lié. Bah, d'un coup, on a l'air de personnes sérieuses, quoi. Et ça m'a beaucoup frappé. Et c'est vrai que le fait que les États-Unis aient bougé aussi fort, aussi vite, je pense que ça a réveillé certains dirigeants européens. Et moi, je l'ai vu en travaillant avec les banques, mais aussi en discutant avec des hommes ou des femmes politiques. Finalement, quand voilà, on était dans la période où il y avait eu FTX, où les États-Unis freinaient des cas de fer, etc., certains disaient ah, bah, finalement, on est bien content, en Europe, on a bien régulé, ce truc, ça a quand même l'air d'être le bazar. Et donc, on a eu raison. Et puis finalement, tout a changé outre-Atlantique. Et ça a beaucoup interrogé en Europe. Alors, à la fois en bien et en mal. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de presque de tâche un peu sur la réputation des cryptos, parce que Trump étant très impopulaire en Europe, moi, maintenant, je peux plus faire une seule interview dans un média sans qu'on me parle de Trump. C'est un enfer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on me dit oui, mais Trump, comme si, Mm. enfin, tu vois, comme si c'était ma faute s'il y avait Donald Trump qui avait été élu aux États-Unis. Bon, voilà, c'est pas moi, c'est pas mon pays, donc voilà. Mais tout ça pour dire que même si Trump est très impopulaire en Europe, je pense que ça a quand même fait réfléchir. Parce que le fait que les États-Unis aient changé de braquet et qu'il y ait des propositions aussi audacieuses qui soient faites, ça a fait presque bouger mentalement ce qui était acceptable ou ce qui était normal. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler de réserves stratégiques en Bitcoin aux États-Unis, on a commencé à parler de, voilà, de Genius Act, de stablecoin dollar. Et ça, je pense que les Européens se sont dit ah, mais attendez, bon, c'est vrai qu'ils sont un peu fous, les Américains, Trump est un peu fou, mais ils sont vraiment en train de le faire, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire s'ils sont vraiment en train de le faire? Ça veut dire que ça va bouger, ça veut dire que l'industrie va se développer. Tu vois, les banques en Europe ont commencé à se dire: «Mais attendez, nos concurrents aux États-Unis sont en train de faire ça. Est-ce que ça va arriver chez nous? Est-ce qu'on ne devrait pas commencer à s'y mettre?» Et donc petit à petit, ça a fait bouger aussi, l'industrie en Europe et la politique en Europe. Et ça, c'est bénéfique, je dirais, pour l'industrie et pour Bitcoin. Maintenant, ça pose aussi plein de questions. L'institutionnalisation du secteur en termes de recentralisation de la liquidité, en termes de réintermédiation. Tu vois, moi, je faisais plutôt partie des personnes qui se battaient pour la self-custody. Tu vois, c'est aussi pour ça que je bossais chez Desblocs. Et donc, c'est vrai que cette réintermédiation, on peut la questionner de manière générale. Est-ce que c'est pas dangereux pour Bitcoin si finalement ce sont uniquement des gros intermédiaires qui détiennent la liquidité et que tout le monde s'expose uniquement via un produit financier traditionnel? Donc si, ça, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, je trouve que ça se questionne beaucoup. Maintenant, les faits sont là, donc il faut aussi jouer avec les cartes qu'on a en main et à chacun de se responsabiliser en retirant ses bitcoins s'il le souhaite. C'est ça. Mais après, effectivement, c'est toujours le truc où, en tant que bitcoiner Mm. maximaliste, tu peux voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que l'émergence des ETF est extrêmement positif. Ça a permis de favoriser voilà, l'adoption, de mettre un tampon justement pour adouber voilà, auprès des institutions, auprès des politiques, auprès des décideurs
Donc pour moi, ça ne peut que être positif. Et heureusement que finalement, il y a eu ce move Ouais. pour qu'on puisse arriver aujourd'hui où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Après, c'est justement pour moi, à l'individu, de bien comprendre de Mmh. quoi il s'agit. Qu'effectivement, quand tu achètes un ETF, tu as un produit indexé à un produit financier indexé au Bitcoin et Ouais. que tu n'as pas des vrais Bitcoins. Donc en fait, tu perds la majeure partie des caractéristiques et des propriétés du Bitcoin, mais quelque part, c'est juste une éducation à faire pour que en fait, les individus puissent bien comprendre la différence entre un ETF, un produit financier adossé à Bitcoin, et la détention des Mmh. vrais Bitcoins et ce que ça implique derrière. Bon, pour moi, c'est plus une logique d'éducation, et c'est aux gens finalement de se renseigner, et finalement, à partir de ces renseignements, de faire un choix. Si jamais vous voulez en savoir plus sur l'univers Bitcoin, sur l'investissement en Bitcoin et sur l'épargne en Bitcoin, dans le cadre d'une gestion de patrimoine, nous avons lancé une formation spécifique dédiée sur ce sujet. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez-nous en description. Donc, Ouais, ouais, tout à fait. pour moi, ça me pose, Mais tout ça pose comme aucun aujourd'hui, problème. tu as plein de gens qui s'exposent à la bourse, par exemple, via des indices et qui vont jamais utiliser leurs actions pour avoir un droit de vote en Bien assemblée sûr. générale. Tu vois. Exactement. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition pour Mm. ce dernier thème que je voulais aborder avec toi. C'est justement Bitcoin et l'épargne des Français. Évidemment, ça me concerne directement parce que c'est ce que je fais avec Stackinsat depuis maintenant plus de 5 ans. Évidemment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tu auras compris, et comme toi, je défends plutôt la self-custody pour tout un tas de raisons, mais en tout cas pour conserver l'essentiel, enfin l'intégralité des propriétés du Bitcoin. Mais aujourd'hui, ça reste évidemment marginal. Alors après, j'ai plus les chiffres de la DAN, tu m'excuseras, mais Mm. sur quelle est la part. D'ailleurs, en plus, est-ce que c'est la part du Bitcoin détenu par Alors, c'était les. sur l'ensemble des Voilà, cryptos, c'est l'ensemble des c'était cryptos. deux tiers, un tiers. Deux tiers en custody et un tiers en self-custody, à peu Voilà. près. Mais je crois que c'est quoi, 10%, 12%, j'ai plus les chiffres, des Français qui ont des. Oui, tout à fait. C'est quoi, 12, 10, je sais plus. Je crois que c'était Euh, 10 qui en ont et 12 qui en ont eu ou quelque chose. voilà, bon, Ouais. bref, c'est pas C'est grave. cet ordre de grandeur-là. C'est cet ordre de grandeur-là. Euh, alors, c'est à la fois finalement faible et Mm. important parce que quand tu le mets en comparaison de la détention des actions, même si ça n'a rien à voir, je crois qu'on est sur des montants, pardon, des pourcentages plus faibles, Tout à si je dis fait. pas de Sur la bêtises. détention d'actions en direct, oui, tout à Voilà. fait. Donc, quelque part, on peut se dire que ça a déjà bien pénétré le marché. Mhm. Mais d'un autre côté, on peut se dire qu'aujourd'hui, finalement, ça reste marginal dans les produits d'épargne, même si du coup des acteurs comme Stackinsat et d'autres essaient de pousser au maximum justement ce marché de l'épargne en Bitcoin. Euh, Tu me disais tout à l'heure, avant de préparer l'émission, que c'était aussi un de tes sujets aujourd'hui à la DAN. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus et comment est-ce que vous comptez éventuellement faire bouger les lignes là-dessus? Alors, effectivement, on a beaucoup de sujets en ce moment sur le lien entre finances traditionnelles et, j'allais dire Bitcoin, mais crypto en général, encore une fois. Voilà. Hem, Par exemple, sur l'inclusion de crypto dans des produits d'assurance vie, tu vois? Dans des ETN et des produits d'assurance vie. Alors aujourd'hui, ce qui se passe concrètement, c'est que le régulateur, en l'occurrence la CPR, est assez frileux sur ce sujet. Il y a d'ailleurs une tribune qui a été publiée par le vice-président de la CPR. Et donc il y a des blocages réglementaires qui font que les assureurs ne peuvent pas encore inclure des produits crypto dans leurs assurances vie. Moi, je suis convaincue qu'à moyen long terme, ça va changer parce que la demande est là et parce que ça fait sens, même si ils vont dire oui, ce sont des produits très volatiles. Alors certes, la crypto, c'est volatile en général, mais on commence à se rendre compte qu'une petite proportion, notamment de Bitcoin, dans un portefeuille global, c'est plutôt sain et ça permet d'avoir une meilleure performance sur le portefeuille. Et donc, petit à petit, je pense que ces idées vont faire leur chemin, qu'il va y avoir un encadrement assez clair et que ça va être possible. En tout cas, nous, ça fait partie des sujets qu'on porte à la DAN. Ouais. Et d'ailleurs, attends, juste parce que j'ai raté Ouais. comment dire, la tribune dont tu parles. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, enfin, je sais pas si tu l'as en tête, qu'est-ce qu'il disait? C'était quoi ses arguments pour dire que Bitcoin c'est le mal et que ça doit pas être dans une assurance vie? Non, Caricature le propos, hein, mais c'était principalement sur la solidité et la volatilité de l'actif, tout simplement. d'accord, sur la ok. Ouais. Alors après, c'est-à-dire que pour lui, il y a, dès que, parce que si je dis pas de bêtises, la volatilité du Bitcoin Mm. est équivalente quand même à des entreprises comme Meta, Google et compagnie, Tu sais, Nvidia. c'est pas moi qu'il faut Je convaincre. sais bien, Nathan, mais donc, je sais bien. Mais bon, enfin pour moi, c'est un peu hypocrite comme position, mais du coup, je lirai cette tribune. Mais alors, selon toi, qu'est-ce qui fera que ces gens-là, en fait, changeront d'avis sur le référencement des produits, quoi? C'est la diminution de la volatilité à partir d'un certain seuil, ils vont se dire, ok, c'est acceptable pour.
qu'on rentre ces produits-là dans les assurances-vie, par exemple? Alors oui, déjà ça peut être une question d'acculturation. Alors en l'occurrence, je n'ai pas discuté avec ce monsieur, donc je Oui, ne veux oui, pas présumer de son bien niveau sûr. de connaissance sur le sujet. Mais effectivement, parfois c'est juste une question d'acculturation. C'est aussi parfois, justement faire la distinction entre Bitcoin et le reste des cryptos parce que, voilà, moi je comprends qu'il y ait des cryptos qu'on n'ait pas forcément Merci, envie d'inclure dans merci. l'assurance vie. Donc oui, tu peux avoir cette question d'acculturation. Ça peut aussi être une question de négociation, et de savoir ce qui est possible ou non. Parce que dire: «On va inclure les cryptos dans l'assurance vie», c'est hyper vague. Tu vois? Mais la question, c'est aussi sous quelle modalité, quel type de produit, quel type de crypto, quelle proportion, et cetera. Donc tu peux avoir toute une phase aussi de discussion et de négociation pour comprendre, ce qui est envisageable ou pas. Et après, tu as une dernière question, c'est tout simplement le besoin qui est exprimé, par une partie de l'industrie. Et si l'industrie exprime un besoin, c'est aussi que les clients, expriment le besoin. Et donc si à un moment donné, tu as un intérêt commercial qui est très fort parce qu'il y a une demande, les choses peuvent évoluer aussi petit à petit. OK. Et toi, du coup, alors c'est un peu une question, je sais où tu vas avoir des difficultés à y répondre, mais voilà, dans 5 ans, comment est-ce que tu vois justement, l'évolution, bah, à la fois de l'adoption du bitcoin, en France et en Europe? Et justement, quel sera le rôle de l'ADAN justement dans cette montée en puissance de l'adoption? Est-ce que c'est votre rôle d'ailleurs, de promouvoir, alors moi forcément j'ai un biais Ouais. Bitcoin, mais bon, tu vas me dire crypto, mais, mais voilà, quel est votre rôle dans cette adoption? Ouais. Alors moi, Heu, je considère pas que mon rôle soit de promouvoir Promouvoir. la crypto. OK, En revanche, mon rôle, c'est de participer au fait qu'on ait un débat apaisé sur la crypto. Parce qu'aujourd'hui, OK, c'est un sujet hyper clivant. Et c'est vrai que tu vas avoir des gens qui vont, être très vocaux, soit en faveur, soit en défaveur. Et donc moi, mon job, tu vois, c'est à la fois une recherche de consensus, dans l'industrie, mais c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait des discussions et des négociations apaisées avec les gens qui font la régulation. Donc je vois plutôt mon rôle comme ça. Donc c'est pas OK, vraiment de la promotion, OK, mais je vois, mais non, ouais, c'est je pense que ce rôle-là participe quand même à l'adoption, bien sûr, y compris, de Bitcoin. bien sûr. Merci. Donc moi, dans 5 ans, alors je peux te dire les trucs classiques, hein, je pense Mmh. que l'adoption va monter, qu'il va y avoir de plus en plus de détenteurs, que Bitcoin sera vraiment un actif comme un autre, que toutes les boîtes de gestion d'actifs, bah, vont petit à petit, gérer du Bitcoin, on va voir des banques qui vont sortir, des vraies offres crypto, qu'il va y avoir une nouvelle concurrence entre les pure players, donc les acteurs, crypto natifs, et des acteurs traditionnels qui vont se positionner sur le sujet, avec peut-être des mouvements de rachat d'ailleurs dans ce secteur-là. Donc voilà, plein de mais des choses qu'on anticipait déjà il y a Bien 5 ans. sûr, Je suis pas en train de te sortir des bien énormes sûr, nouveautés ouais, non ouais. plus, hein. Et ce sera ma dernière question. Comme tu le sais, on a des échéances présidentielles, dans Ouais. quelques années, donc en 2027. Peut-être avant, on ne sait pas d'ailleurs. Peut-être Voilà. avant, effectivement, on ne sait pas. Tu as raison de me reprendre là-dessus. Quel est, selon toi, l'angle qui fera en sorte que ce sujet puisse devenir un sujet, je vais dire prioritaire, je m'emballe un peu, mais un des sujets qui sera porté par un candidat et par effet de capillarité par les autres candidats en 2027. Moi, mon rôle, c'est plutôt que tous les partis, heu, trouvent leur angle et leur sujet, avec, Bitcoin et avec la crypto en général. Et je pense que selon, le parti et selon les idées que tu portes, tu vas pas forcément aborder le sujet de la même manière. Tu peux avoir, par exemple, des sujets, oui, tu peux avoir un angle très libéral sur la crypto en disant, finalement, ça va permettre d'avoir plus de souveraineté individuelle, ça va permettre à l'individu de retrouver une liberté financière, et cetera. Mais c'est pas forcément, le sujet numéro un. Tu pourrais très bien avoir, des sujets sur, l'indépendance du citoyen vis-à-vis des gros intermédiaires financiers. Selon la manière dont le sujet est abordé, je pense que chaque parti politique peut aussi y trouver son compte et trouver des choses à dire. Tu peux avoir des propositions qui vont être, très différentes, par exemple, sur la fiscalité. Il y en a qui vont dire, «Il faut, pas de fiscalité, du tout», d'autres qui vont dire: «Il en faut plus», mais peut-être qu'on pourrait imaginer, par exemple, une fiscalité qui diminue avec le temps de détention, en se disant, «On veut pénaliser le trading, mais à l'inverse, on veut favoriser la détention longue». Donc tu as plein de choses auxquelles on peut penser. Et moi, je mise pas sur, un candidat qui va porter tout le sujet et dont les autres devraient s'inspirer. En fait, je OK. pense qu'il va y avoir des propositions différentes et des candidats qui vont avoir des angles différents sur, le sujet crypto. Parce que ça, en fait, pourquoi est-ce que je te pose cette question? C'est évidemment, on pense à la candidature de Stache aux élections législatives là à Paris il y a quelques semaines. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'un podcast avec Pierre Noisa où on en a longuement parlé. Et justement, ce qui ressortait aussi de cet échange avec Pierre, c'était que justement l'angle du minage, Mmh. qui est peut-être plus
consensuel sur la partie énergétique pourrait être justement le prétexte de l'émergence du sujet Bitcoin dans la politique française. Qu'est-ce que tu en penses? Typiquement, on peut en revenir à ce dont on parlait Je avec. trouve que c'est audacieux comme, Ok. ouais. Non, mais par rapport, non, mais en gros, par rapport à EDF, par exemple, Oui, typiquement, oui. c'est dans ce Alors, sens-là, c'est-à-dire mais que ça, c'est pas le sujet, enfin, c'est en partie le sujet minage, mais c'est Hmm. plutôt le sujet souveraineté. Ou souveraineté. Parce Mais qu'en voilà, réalité, aujourd'hui, souveraineté, aujourd'hui, le sujet ouais, souveraineté est assez consensuel, à droite comme à c'est gauche. ça. Donc, Mais tu voilà. peux mobiliser politiquement sur le sujet souveraineté. Maintenant, le sujet minage, il faut pas croire qu'il est consensuel, parce que le sujet minage, ça veut dire énergie consommée, énergivore, etc. Et donc, ça Bien demande sûr, un effort d'acculturation pour faire en sorte qu'on ait un consensus sur ce sujet qui est beaucoup plus fort que bien d'aller sur sûr. le sujet souveraineté, par Non, mais exemple. souveraineté, par Ouais. exemple, par rapport à l'histoire Exaïon-Mara, Ouais. quoi. On revenait Oui, là-dessus, oui, ça tout ça à fait. c'est. Ça tout à fait. Et ça, c'est vrai que j'en ai discuté avec des personnes de tous les partis et que globalement, c'est vraiment transpartisan aujourd'hui. Tout le monde Hmm. est d'accord sur le fait que c'est un problème qu'on ait de plus en plus de briques technologiques qui soient cédées à des pays étrangers. Ok, eh bien Claire, merci beaucoup. En tout cas, moi j'espère que évidemment ce sujet deviendra un sujet important pour la présidentielle. Évidemment, on en est au début de l'adoption et toi et moi, on en est conscients. C'est pour ça qu'on travaille depuis de longues années dans ce secteur. Donc moi, à travers Surfing Bitcoin, à travers cet aspect éducation, formation qui est évidemment important. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment super échange avec toi. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis et bah, je vous dis à dimanche prochain. Et entre-temps, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Merci à tous.